Dix, 8h30 ce 15 mars 2026. À Matignon, derrière les portes closes d'un bureau feutré, la plume de Sébastien Lecornu glisse sur le papier. Une signature et tout bascule. Le Premier ministre vient de présenter sa démission, un geste qui en quelques minutes à peine va secouer la France entière comme une déflagration politique. À des centaines de kilomètres de là, à Hénin-Beaumont, l'ambiance est tout autre. Marine Le Pen, retranchée dans son QG, affiche déjà un sourire entendu. Mais ce qu'elle ignore encore, et c'est tout le sel de cette histoire, c'est que dans exactement 24 heures, ce même sourire se figera dans une grimace de pure stupéfaction. Enfin, lâche-t-elle quand la notification s'affiche sur son téléphone. Autour d'elle, Jordan Bardella et les cadres du Rassemblement national assistent à la scène médusés et ravis. Et lorsque l'alerte BFM TV éclate dans la pièce, Sébastien Lecornu présente sa démission à Emmanuel Macron. Impossible pour la patronne de l'extrême droite de masquer sa jubilation. Elle se tourne aussitôt vers ses collaborateurs, le ton triomphant. C'est le début de la fin pour Macron. Lecornu, c'était le dernier rempart de ce quinquennat à l'agonie. Sans lui, l'Élysée va plonger dans le chaos. Et soyons honnêtes, sur le fond, son diagnostic n'était pas faux. Voilà 18 mois que Lecornu avait pris ses quartiers à Matignon et durant cette période, il avait accompli ce qui ressemblait franchement à un miracle. Stabiliser un pays au bord du gouffre, redonner du poids à la parole gouvernementale et surtout maintenir Macron la tête hors de l'eau alors que sa cote de popularité plongeait. Alors forcément, son départ brutal laissait un cratère au sommet de l'État. Officiellement, les raisons restaient nébuleuses. Le communiqué de Matignon parlait pudiquement de divergences profondes sur la politique économique et de désaccords irréconciliables sur l'orientation européenne de la France. Du langage diplomatique, du blabla institutionnel. Mais dans les couloirs feutrés du pouvoir, tout le monde connaissait la véritable raison et elle était bien plus personnelle. La vérité, c'est que Lecornu en avait soupé. Soupé de servir de paratonnerre à un président qui multipliait les bourdes et la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, la dernière lubie de Macron sur les retraites. Contre l'avis explicite de son premier ministre, le chef de l'État avait imposé une réforme brutale qui avait relancé les grèves et fracturé encore davantage le pays. Lecornu avait perdu la face publiquement et il avait tranché, c'était fini. Macron m'a planté un couteau dans le dos une fois de trop, confiait-il à ses proches en vidant ses tiroirs. Plus jamais je ne servirai d'alibi démocratique à cet homme-là. Pour l'Élysée, cette démission, c'était un coup de massue. Macron ne perdait pas simplement son premier ministre le plus performant, il perdait sa dernière chance de boucler son mandat avec un minimum de dignité. Privé de Lecornu, le voilà seul exposé face à une opposition en furie et à une opinion publique qui ne lui pardonnait plus rien. Dans son bureau de l'Élysée, le président est anéanti, littéralement. Il tourne en rond, répète la même phrase à ses conseillers comme un mantra. « Comment a-t-il pu me faire ça? Comment nous formions une équipe, nous avions redressé ce pays ensemble, mais Lecornu lui était déjà parti. Et il n'était pas parti seul, il emportait avec lui toute la crédibilité du gouvernement abandonnant Macron dans un cul-de-sac politique sans issue apparente. C'est précisément à cet instant que Marine Le Pen voit se dérouler devant elle une autoroute royale en direction de l'Élysée. Pas une route, pas un chemin, une autoroute. Et elle ne perd pas une seconde. Conférence de presse convoquée pour 20 heures pile histoire d'enfoncer le clou tant que le fer est encore brûlant. Face aux caméras rayonnantes presque incandescentes, elle dégaine. La démission de M. Lecornu confirme exactement ce que nous répétons depuis des années. Emmanuel Macron est un président faible, incapable de gouverner, incapable de garder ses équipes. La France mérite mieux que cette instabilité permanente. Et elle enchaîne avec la précision froide d'un chirurgien qui sait exactement où planter le scalpel. Sébastien Lecornu était le dernier à maintenir une façade de compétence dans ce gouvernement à la dérive. Son départ révèle le vide sidéral de la politique macroniste. Il est temps que les Français reprennent leur destin en main. L'onde de choc médiatique instantanée. Tous les plateaux télé sans exception se l'arrachent. BFM, CNews, LCI, France. Info, tout le monde veut sa Marine Le Pen pour décortiquer cette crise majeure du quinquennat. Et elle enchaîne. Interview après interview, plateau après plateau, savourant chaque seconde de cette victoire politique qu'elle attendait, soyons honnêtes, depuis des années. Entre deux passages, elle se penche vers Jordan Bardella et glisse presque euphorique. « C'est notre moment, Macron est fini. On va enfin pouvoir proposer notre alternative à la France. »
Et le lendemain matin, les chiffres lui donnent raison. Les sondages tombent, le Rassemblement national bondit de 3 points, pendant que Macron lui s'effondre. La démission de Lecornu prend des allures de signal, celui d'un naufrage présidentiel en direct. Sur les réseaux, c'est une explosion. Les militants RN sont en transe. Hashtag Macron fini, hashtag Lecornu. Démission, les hashtags grimpent en trending topic à une vitesse folle. Et Marine Le Pen, elle retweet tout, avec délectation. Méthodiquement. Brique par brique, elle construit sa campagne sur les décombres encore fumants du macronisme. Son tweet de la soirée résume tout. Enfin, les Français vont pouvoir choisir entre le chaos macroniste et l'ordre républicain que nous représentons. Quelques minutes et c'est déjà des milliers de retweets. Mais pendant que la droite radicale fait la fête à gauche, c'est le flottement. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, l'opposition de gauche ne sait pas trop sur quel pied danser. Jean-Luc Mélenchon, lui, se réjouit aussi de la chute de Lecornu, évidemment, mais il voit cette récupération en mode rouleau compresseur d'un très mauvais œil. Il alerte ses députés presque en mode tactique. Attention, la démission de Lecornu, c'est aussi un boulevard pour l'extrême droite. On ne peut pas laisser Le Pen monopoliser cette crise. Sauf qu'il fallait bien l'admettre, Marine Le Pen avait déjà pris plusieurs longueurs d'avance dans la course à la récupération politique. Elle est partout. Elle dicte le tempo, impose sa grille de lecture, occupe le terrain. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle apparaît véritablement comme l'alternative à Macron. La vraie, celle qui pourrait gagner. À l'Élysée, en revanche, c'est la panique. Pas l'inquiétude, la panique pure. Les conseillers du président défilent dans son bureau l'un après l'autre pour tenter de colmater l'hémorragie. Mais sans Premier ministre, l'exécutif est paralysé, bloqué, tétanisé. Alexis Kohler presse le mouvement. Il faut nommer quelqu'un maintenant. Chaque heure qui passe, c'est Le Pen qui en récolte les bénéfices. Et Macron désemparé répond simplement « Mais qui Lecornu est irremplaçable. Personne n'a sa stature, son expérience, sa crédibilité. Et c'est bien là tout le problème. » En 18 mois, Lecornu s'était patiemment sculpté une image d'homme d'État respectable au-dessus des partis. Un type sur qui on pouvait compter. Sa démission laisse un vide que personne, absolument personne, ne semble capable de combler dans l'immédiat. Les noms circulent dans les couloirs feutrés du palais: Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Elisabeth Borne. On essaie de jongler, d'imaginer des combinaisons. Mais aucun de ces profils ne fait l'unanimité. Aucun n'a l'autorité, le poids, la crédibilité nécessaire pour succéder à Lecornu. Macron se retrouve face à un casse-tête politique tout simplement impossible à résoudre. Le soir même de la démission, Marine Le Pen s'endort avec ce sentiment grisant, celui d'avoir remporté une victoire décisive. Pour la première fois depuis 2017, elle ne se voit plus seulement candidate, elle se voit gagnante, présidente, pour de vrai. Il y a une logique implacable derrière cette certitude. Lecornu, c'était l'obstacle, le obstacle. L'homme qui à lui seul empêchait le macronisme de s'effondrer définitivement. Le digue contre laquelle se brisaient toutes les vagues de l'opposition. Avec son départ, la digue saute. La voie est libre, boulevard ouvert. Avant de se coucher, elle lance à son entourage déjà en mode présidentiable. Demain, on annonce notre programme de gouvernement. Il faut montrer qu'on est prêt à diriger la France. Sauf qu'il y a un détail qu'elle ignore complètement. Pendant qu'elle savoure son triomphe à Paris, Lecornu, lui, ne dort pas. Il enchaîne les discussions secrètes avec plusieurs personnalités politiques de premier plan. Et sa démission, finalement, n'est peut-être pas aussi définitive qu'elle en a l'air. Le lendemain matin, 16 mars, elle se réveille confiante. Voire euphorique. La journée s'annonce chargée et elle l'a planifiée comme une véritable opération de conquête. Petit déjeuner avec la presse, réunion avec les députés RN et grande meeting prévue à Marseille pour lancer officiellement la reconquête de la France. Tout est calé, tout est millimétré. Vers 10 heures, elle est sur RTL. Et elle enfonce le clou encore et encore. La démission de Lecornu prouve une chose, même les hommes les plus compétents ne peuvent absolument rien faire avec Macron. Il est temps de tourner la page de ce quinquennat catastrophique. L'animateur, sentant le moment historique, lui pose la question qui tue: êtes-vous prête à gouverner? Et là, sans la moindre hésitation, avec un aplomb total, bien sûr, nous avons les équipes, nous avons le programme, nous avons la légitimité. Les Français n'attendent plus que nous.
Et c'est précisément à cet instant, pile à cet instant, que son téléphone se met à vibrer. Un message, Jordan Bardella, 3 mots qui vont tout changer, allume BFM urgent. Marine Le Pen, intriguée, demande à son attaché de presse d'allumer la télévision dans le studio RTL. Le poste s'allume, l'image apparaît, et ce qu'elle voit l'affiche sur place, d'horreur. Un bandeau, un seul bandeau d'informations en continu défilant sur l'écran. Et tout s'écroule. Sébastien Lecornu de retour à Matignon. Le premier ministre retire sa démission. C'est impossible, balbutie-t-elle, perdant momentanément toute contenance en direct sur les ondes. L'animateur, lui aussi pris de court, tente maladroitement de relancer Madame Le Pen. Que pensez-vous de cette information? Mais elle ne pense plus. Elle absorbe le coup. Lecornu était de retour, plus fort que jamais, ayant administré à la France entière la démonstration éclatante qu'il était tout simplement irremplaçable. Et ce qui s'était joué dans ces 24 heures cruciales du pur thriller politique. Du Netflix en direct. Reprenons le fil. Dès l'annonce de sa démission, Lecornu avait été submergé. Des centaines d'appels. Pas seulement de Macron, de tous les secteurs de la société française, patrons syndicalistes, intellectuels, artistes sportifs. Une avalanche. Le leader de la CFDT. Presque suppliant, ne partez pas. Vous êtes le seul à maintenir le dialogue social. Le patron du MEDEF dans la même tonalité, la France a besoin de vous, et même dans l'opposition modérée, ça plaidait. François Bayrou en personne, votre départ profiterait aux extrêmes. Mais ce qui avait véritablement fait basculer Lecornu, le déclic, le vrai, ce n'était aucun de ses poids lourds. C'était un coup de fil bien plus intime. Sa propre fille. Étudiante en sciences politiques, une phrase, une seule phrase, et tout vacille. « Papa, tu ne peux pas laisser Marine Le Pen gagner à cause de ton orgueil. » Boum! Direct au cœur, Lecornu encaisse et il réalise. Sa démission parfaitement légitime sur le plan personnel pouvait avoir des conséquences dramatiques pour la démocratie française tout entière. Et dans le même temps, ces 24 heures sans Premier ministre avaient révélé toute l'étendue du chaos qui menaçait, les marchés financiers effondrés, l'euro en chute. Et surtout, Marine Le Pen avait montré en moins de 24 heures qu'elle était parfaitement prête à surfer sur la crise pour s'emparer du pouvoir. En voyant les images de la patronne du RN triomphante sur tous les plateaux télé, Lecornu se fait une promesse silencieuse. Je ne peux pas être responsable de ça. Parallèlement, Macron avait passé la nuit entière au téléphone. Pas en mode président autoritaire, non. En homme brisé. Un homme qui, pour la première fois, peut-être reconnaissait ses propres erreurs. Vers 3 heures du matin, le président craque et il avoue à voix nue « Sébastien, j'ai été stupide sur les retraites. Vous aviez raison. J'aurais dû vous écouter. Donnez-moi une dernière chance de réparer mes erreurs. » Cette humilité-là dans la bouche de Macron, c'était du jamais vu, inédit dans les rapports entre les deux hommes, et ça ébranle Lecornu, profondément. Pour la première fois, le président reconnaît ses torts, et surtout, il accepte de lui donner une vraie autorité gouvernementale. Pas un rôle de paratonnerre, une vraie marge de manœuvre. Lecornu alors négocie, à froid, avec la lucidité d'un homme qui sait qu'il tient le couteau par le manche. Si je reviens, c'est moi qui décide de la politique économique et sociale. Vous contentez du régalien et de l'international. Macron n'hésite même pas une seconde, accordé. Prêt à absolument tout pour sauver ce qu'il restait de son quinquennat. Et c'est ainsi qu'à 18h30, exactement à la minute près, 24 heures après sa démission, Lecornu reprend la plume. Mais cette fois, ce n'est plus pour partir. Cette fois, c'est pour signer sa lettre de retrait de démission et retrouver son fauteuil à Matignon. L'effet sur Marine Le Pen dévastateur, pas embarrassant, pas gênant, dévastateur, parce qu'elle ne perd pas seulement l'opportunité de sa vie politique, elle perd quelque chose de bien pire, son image. Désormais, elle apparaît aux yeux de la France comme celle qui s'est réjouie trop vite, trop tôt, trop fort, d'un chaos qui finalement n'a jamais eu lieu. En privé, elle rage, elle fulmine. C'était un coup monté, lance-t-elle à ses proches. Lecornu et Macron ont orchestré toute cette mascarade pour nous ridiculiser. Sauf que personne, absolument personne ne mord à l'hameçon de cette théorie du complot. Et pour une raison toute simple, la détresse de Macron pendant ces 24 heures avait été trop visible, trop crue, trop authentique, impossible à mettre en scène.
Quant au retour de l'écornu, il s'expliquait par quelque chose de très basique, de très noble, le sens des responsabilités d'un homme d'État face à la menace extrémiste. Le soir même, sur les plateaux télé, Marine Le Pen tente de colmater les brèches. Elle dégaine sa contre-attaque. Le retour de l'écornu ne change rien au fond du problème. Macron reste un président faible et incapable. Mais son argumentaire sonne creux, vide. Il glisse sur les téléspectateurs sans les atteindre. Parce qu'en 24 heures à peine, elle est passée du statut de future présidente de la République à celui de politicienne qui avait vendu la peau de l'ours avant même de l'avoir tué. Et ce genre de chute en politique française, ça ne pardonne pas. Les sondages du lendemain confirment le naufrage. Pas une correction, un naufrage. Le Rassemblement national perd 4 points d'un coup effaçant tous les gains de la veille, et même davantage. La sentence est nette, les Français ont vu Marine Le Pen se réjouir de la crise. Et ça leur a sérieusement déplu. Un sondeur résume ça parfaitement. Elle a montré son vrai visage. Celui d'une politicienne prête à profiter du malheur du pays pour accéder au pouvoir. Et pendant qu'elle s'effondre, lui en face, il décolle. Le retour de l'écornu, c'est l'inverse exact. Un geste perçu comme du patriotisme pur, de la maturité politique. Sa cote de popularité explose 70% d'opinions favorables, du jamais vu pour un premier ministre en exercice. Un éditorialiste du Monde résume l'affaire d'une formule glaçante. L'écornu incarne la responsabilité face au populisme. Son retour sauve la démocratie française. Dans les jours qui suivent, Marine Le Pen essaie de se rattraper. Elle pivote, attaque sur d'autres sujets, change d'angle, multiplie les sorties médiatiques. Mais le mal est fait, définitivement fait. Son moment de triomphe prématuré s'est mué en moment d'humiliation politique gravé dans les mémoires. Et le pire même, ses propres alliés européens se moquent d'elle. Pas seulement les adversaires, ses alliés. Matteo Salvini en personne lui glisse en privé une remarque qui pique. « Marine, il ne faut jamais crier victoire avant la fin du match. » 3 semaines plus tard, nouveau sondage présidentiel. Et là, le verdict est limpide. Marine Le Pen stagne, bloquée. Tandis que l'écornu lui est désormais perçu comme un candidat parfaitement crédible pour 2027. Ces 24 heures de démission, paradoxalement, ont renforcé son statut d'homme d'État indispensable. Le coup tactique du siècle sans même l'avoir vraiment prémédité. Et lui, l'écornu, en tire sa propre leçon. Une leçon qu'il confie tranquillement à ses proches. « J'ai appris quelque chose. Parfois, il faut partir pour mieux revenir. » Et surtout, il ne faut jamais sous-estimer l'instinct de survie démocratique des Français. Marine Le Pen, elle en ressort avec une leçon bien plus amère, une leçon qui pique, qui laisse des traces. En politique, la vraie celle qui se joue au sommet, rien n'est jamais acquis tant que ce n'est pas officiel. Et surtout, se réjouir du malheur des autres, ça peut se retourner contre vous avec une violence inouïe. Ces 24 heures-là, les 24 heures les plus courtes de l'histoire politique française moderne, elles ont littéralement redistribué toutes les cartes du jeu. L'écornu, il en sort plus indispensable que jamais. Macron, il en sort en ayant appris l'humilité, lui qui n'en avait jamais fait preuve. Et Marine Le Pen, elle découvre brutalement que l'arrogance politique, ça finit toujours par se payer. Et parfois, ça se paye très cher. Cette séquence-là, elle entrera dans les annales. Pas comme un fait divers. Comme un cas d'école. L'exemple parfait gravé dans le marbre de ce qu'il ne faut jamais faire en politique. Compter ses victoires avant même qu'elles soient acquises. La patronne du RN venait d'en faire l'expérience douloureuse face à un l'écornu qui décidément maîtrisait l'art du timing politique mieux que quiconque dans ce pays. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, l'histoire ne s'arrête absolument pas là. Pas du tout. Les répercussions de ces 24 heures dramatiques allaient se faire sentir pendant des mois et des mois dans la politique française. Une véritable onde de choc à retardement. Marine Le Pen, humiliée par ce retournement spectaculaire, prend une décision, elle va prendre sa revanche. Par tous les moyens. Coûte que coûte. Dès le lendemain du retour de l'écornu, elle convoque une réunion d'urgence au siège du Rassemblement national. Le ton est martial. Elle martèle devant ses lieutenants alignés en silence. « Nous ne pouvons pas laisser passer ça. L'écornu nous a ridiculisés, mais nous allons montrer que son retour ne changera rien au problème. » Sauf que dans la salle, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Jordan Bardella encore sous le choc du retournement hausse-tempéré, prudent. Marine, peut-être qu'on est allé un peu vite en besogne. L'important maintenant, c'est de rester crédible. Mauvaise idée. Elle explose. Littéralement crédible.
Nous étions crédibles hier soir quand tout le monde nous voyait déjà gouverner. C'est Lecornu qui n'est pas crédible avec ses allers-retours de Premier ministre. En l'espace de 24 petites heures, elle était passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel émotionnel. De l'extase d'une victoire annoncée, savourée, célébrée, retweetée à l'humiliation glaciale d'une défaite en direct. Et le pire dans tout ça, les réseaux sociaux. Pas de pitié, pas de répit. Twitter, Facebook, TikTok, tout se déchaîne contre elle. On la traite de hyène politique, de vautour qui attend que la France aille mal pour se nourrir. Les mêmes pleuvent, les vidéos de son visage figé en direct chez RTL deviennent virales. Et elle, complètement dépassée, se plaint à ses conseillers. C'est injuste. Sa ligne de défense, elle l'a trouvée, toujours la même. Nous ne faisons que notre travail d'opposition. Si Lecornu démissionne, nous avons parfaitement le droit de le critiquer. Sauf que voilà, l'opinion publique, elle ne l'entend pas du tout de cette oreille. 3 jours après l'épisode, un sondage Harris Interactive tombe et le verdict est cinglant. 67% des Français trouvent purement et simplement indécente la joie affichée par Marine Le Pen lors de la démission de Lecornu. Le sondeur décrypte ça froidement. Les Français n'aiment pas ceux qui se réjouissent des difficultés du pays. Marine Le Pen a donné l'impression de faire passer ses calculs avant l'intérêt national. Et c'est précisément ça le problème. Cette image négative-là, elle ne la décollera plus. Elle se colle à la peau de la patronne du RN comme une seconde peau, une marque indélébile. Ses conseillers en communication, eux, sont en mode pompier. Ils tentent par tous les moyens d'éteindre l'incendie. On organise des déplacements positifs, visites d'hôpitaux, rencontres avec des agriculteurs, participation à des événements caritatifs. Tout l'arsenal classique de la com politique, mais rien à faire, strictement rien à faire. Un cadre du RN finit par lâcher amer, elle a perdu sa crédibilité d'alternative sérieuse. Les gens se souviennent, ils se souviennent de son sourire au moment où Lecornu partait. Et ça ne s'efface pas. Et pendant qu'elle s'enfonce lui en face, il consolide, méthodiquement, pierre par pierre. Le retour de Lecornu à Matignon est désormais perçu comme un acte de patriotisme pur et ça lui vaut un respect quasi transpartisan. Inédit. Le plus dingue dans l'histoire, même certains opposants de gauche reconnaissent ses qualités. François Ruffin, pourtant critique acharné habituel du gouvernement lâche en plein meeting, Lecornu a montré qu'il était un homme d'État. Il a su dépasser ses considérations personnelles pour servir l'intérêt général. Et cette reconnaissance-là venue de la gauche radicale, c'est le coup de grâce pour Marine Le Pen. Le coup de trop. Parce que franchement, comment voulez-vous attaquer un premier ministre que même l'extrême gauche respecte? Tous ces arguments traditionnels, l'attaque sur la personne, sur la légitimité, sur l'incompétence, tombent à plat. Il glisse sur un Lecornu désormais auréolé d'une nouvelle légitimité. En privé, un stratège du RN finit par admettre presque avec admiration, c'est un coup de génie politique. En démissionnant puis en revenant, Lecornu s'est transformé en héros national. On ne peut plus l'attaquer frontalement. C'est devenu impossible. Dans l'entourage de Marine Le Pen, c'est branle-bas de combat. On cherche désespérément une parade, une idée, n'importe quoi qui pourrait inverser la dynamique. Les propositions fusent dans tous les sens. Certains suggèrent de pivoter, d'attaquer Macron plutôt que Lecornu. D'autres proposent de changer carrément de stratégie en se recentrant sur les sujets régaliens où le RN reste fort sécurité, immigration, frontières. Louis Alliot, maire de Perpignan et compagnon de Marine, insiste lourdement « Il faut qu'on trouve un angle d'attaque, vite, sinon on va être marginalisé ». Mais Marine Le Pen, elle n'écoute personne. Elle reste obsédée, littéralement obsédée, par Lecornu. Et seulement par Lecornu, elle le répète comme un mantra, c'est lui l'obstacle principal, tant qu'il sera là on ne pourra pas percer. Cette fixation peu à peu commence à inquiéter sérieusement ses propres troupes. Les langues se délient, un député RN sous couvert d'anonymat finit par confier à un journaliste, Marine est en train de devenir paranoïaque. Elle voit Lecornu partout. Elle ne parle plus que de lui. C'est tout ce qui occupe son esprit. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Eh bien, Marine Le Pen multiplie les attaques personnelles contre le Premier ministre, à un rythme effréné. Elle cherche la faille, la fissure, le détail qui pourrait lui permettre de reprendre l'initiative et de renverser la vapeur. Elle critique ses décisions, ses voyages,
Ses prises de position, parfois même de manière contradictoire, un jour elle l'attaque sur sa rigidité, le lendemain sur son flottement. Tout y passe. Un politologue résume ça d'une formule qui pique: elle s'épuise dans une guerre personnelle. Au lieu de proposer une véritable alternative, elle se contente de dénigrer Lecornu en boucle. Et le pire, le vraiment pire, c'est que cette stratégie s'avère totalement contre-productive, pire qu'inutile, nuisible. Plus Marine Le Pen attaque Lecornu, plus Lecornu apparaît comme une victime du sectarisme politique, du harcèlement, de l'acharnement partisan. Ses sondages à lui continuent de grimper. Ceux du RNE stagnent désespérément. Et là même, les anciens alliés s'inquiètent. Gilbert Collard, ancien compagnon de route, devenu critique, lâche tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Marine a perdu son instinct politique. Elle ne comprend pas que ses attaques, au lieu de l'affaiblir, renforcent Lecornu. Et la situation va devenir carrément embarrassante, vraiment embarrassante. Le décor la Normandie, 3 semaines jour pour jour après l'épisode de la démission. Marine Le Pen est en déplacement et un journaliste local, un seul, lui pose la question. Celle qui fait mal, sur ses fameuses déclarations de joie. Pourquoi, comment, et là, elle se met à patauger, lamentablement. J'étais contente que les masques tombent. Lecornu avait montré que Macron était ingouvernable. Le journaliste insiste calmement, mais avec la précision d'un chirurgien. Mais Madame Le Pen vous avait dit « enfin » quand vous avez appris sa démission. Et là, elle s'enferre. Pitoyablement, j'ai dit « enfin » parce que je pensais que les Français allaient enfin comprendre. Boum! Catastrophe industrielle. Cette explication laborieuse, presque enfantine dans sa maladresse, est immédiatement reprise sur les réseaux sociaux. Et ça ne pardonne pas. Les internautes créent le hashtag Enfin de Marine dans la foulée pour se moquer en boucle de ces tentatives de justification a posteriori. Un chroniqueur politique résume tout en une phrase glaçante: elle s'enfonce. Plus elle explique, moins c'est crédible. Et le contraste est encore plus violent quand on regarde l'autre côté du ring, parce que Lecornu lui reste d'une discrétion exemplaire sur tout cet épisode. Pas une pique, pas une moquerie, pas une seule petite phrase pour enfoncer son adversaire alors qu'il pourrait et qu'il aurait toutes les raisons de le faire. Quand on l'interroge sur les réactions de Marine Le Pen à sa démission, il se contente de réponses chirurgicales parfaitement diplomatiques. Je ne commande pas les déclarations de l'opposition. Mon travail, c'est de gouverner pour tous les Français. Et cette élégance-là, cette retenue, cette hauteur, elle contraste de manière absolument cinglante avec l'acharnement quasi obsessionnel de Marine Le Pen. Et bien sûr, ça renforce encore et toujours l'image positive du Premier ministre. Un éditorialiste en quelques mots capture toute la séquence: Lecornu à la classe, Le Pen à la hargne. Et puis vient le moment, le sommet de la frustration, le pic. La séquence qui restera gravée à jamais dans les archives de l'Assemblée nationale. Le décor, le débat budgétaire. L'enjeu, le projet de loi de finances. Lecornu est à la tribune. Marine Le Pen, juste en face, bouillonne intérieurement depuis des semaines. Et là, elle craque. Elle décide de tenter une attaque frontale brutale sur sa fameuse comédie de démission. Elle dégaine devant tout l'hémicycle: « Monsieur le Premier ministre, vous nous avez offert une belle mise en scène avec votre démission bidon. C'était pour faire du chantage au président. » Silence dans la salle. Les regards convergent vers le banc du gouvernement. Lecornu, lui, ne bronche pas d'1 millimètre. Imperturbable, glacial. Il prend son temps et il répond avec la précision d'un duelliste qui sait qu'il a déjà gagné. « Madame Le Pen, je comprends votre amertume. Vous pensiez pouvoir profiter d'une crise et vous avez été déçue. Mais heureusement pour la France, le pays a d'autres priorités que vos petits calculs politiques. » Mouche. La balle touche en plein cœur, l'hémicycle explose en applaudissements. Et le plus dingue dans l'histoire, les applaudissements ne viennent pas seulement de la majorité, ils viennent aussi de certains bancs de l'opposition modérée. Marine Le Pen, le visage rouge de colère, ne trouve absolument rien à répondre. Un député LR hilar glisse à un collègue: « Elle s'est faite littéralement atomiser. Lecornu l'a remise à sa place. » Avec élégance en plus. Et cette séquence-là, diffusée en boucle à toute heure sur toutes les chaînes d'information, finit le travail. Elle achève de ternir l'image de Marine Le Pen. Elle ne lui laisse plus aucune marge.
Désormais, aux yeux des Français, elle apparaît comme une politicienne aigrie, incapable d'encaisser une défaite, mauvaise perdante. Et les sondages qui tombent dans la foulée, ils sont sans appel. L'écart entre les deux ne se réduit pas, il se creuse encore. Le Cornu atteint 74% d'opinion favorable. Un record absolu pour un premier ministre en exercice, du jamais vu sous la Ve République. Marine Le Pen, elle dégringole à 32%, son plus bas niveau depuis 2010. En interne, c'est la panique sourde. Lors d'une réunion privée, Jordan Bardella finit par admettre le visage fermé. C'est une catastrophe. Notre stratégie anti-les cornus ne fonctionne pas. Pire, elle nous coule. Il faut absolument changer d'approche. Mais Marine Le Pen, elle s'entête. Encore, toujours. Sourde aux signaux d'alarme. Elle balaie tout d'un revers de main. Le cornu finira par tomber. Il suffit d'attendre la prochaine crise. Give me what, Citian. Cet entêtement-là désormais inquiète sérieusement son entourage le plus proche. Pas une inquiétude polie, hein? Une vraie inquiétude. Un cadre historique du parti sous couvert d'anonymat finit par lâcher. Marine est devenue obsessionnelle. Elle ne voit plus la réalité. Et en face, justement, la réalité, c'était quoi? La réalité, c'était que Le Cornu venait de réussir un coup de maître politique d'anthologie. En démissionnant puis en revenant, il n'avait pas simplement humilié Marine Le Pen, il avait surtout, et c'est là tout le génie démontré à la France entière, son caractère absolument indispensable. Il était devenu en l'espace de 24 heures l'homme providentiel que les Français appelaient confusément de leur vœu depuis des années. Un sociologue politique résume l'affaire avec une lucidité qui pique. Le Cornu incarne point par point tout ce que Marine Le Pen n'est pas. Le sens des responsabilités contre l'opportunisme, la mesure contre l'extrémisme, l'unité contre la division. On avance dans le temps, 6 mois après l'épisode de la démission. Et là, prenons un peu de hauteur, regardons ce qu'est devenu le paysage politique français. Eh bien, c'est simple, il est totalement transformé, méconnaissable. Le Cornu lui trône en haut de tous les sondages de popularité. Il apparaît désormais comme le favori naturel pour 2027. Pas un favori parmi d'autres, le favori. Une évidence. Une présidence qui semble écrite à l'avance. Marine Le Pen en face tente péniblement, très péniblement de reconstruire son image, brique par brique, avec un succès très mitigé. Et finalement, en petit comité dans l'intimité d'un cercle restreint, elle finit par lâcher quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir dire un jour. « J'ai sous-estimé le Cornu. Il m'a joué un tour de maître. » Cette reconnaissance-là, tardive, douloureuse, presque arrachée, marque la fin d'une époque. Marine Le Pen, qui avait cru tenir sa revanche absolue après des années d'attente patiente, découvre amèrement que la politique était un art bien plus subtil qu'elle ne l'imaginait. Un historien spécialiste de l'extrême droite française conclut sobrement « Elle a appris à ses dépens qu'en politique, l'arrogance se paie toujours, toujours. » Le Cornu lui a donné une leçon magistrale de patience et de timing, une leçon de maître. Et cette histoire-là, ces 24 heures, là, elle restera longtemps dans les mémoires, très longtemps, comme l'exemple parfait, presque pédagogique, d'un retournement politique absolument spectaculaire. Parce que Marine Le Pen, dans cette séquence, n'a pas perdu une simple bataille. Pas du tout. Elle y a perdu beaucoup, beaucoup plus que ça. Elle y a perdu sa crédibilité d'alternative gouvernementale, cette aura de présidentiable potentiel qu'elle s'était construite patiemment depuis 2012, évaporée. Les Cornu, lui, en sort grandi, transfiguré. Il confirme qu'il est devenu sans contestation possible l'homme fort de la politique française. Son pari audacieux démissionné pour mieux revenir a payé au-delà, très au-delà de toutes ses espérances, au point de reléguer Marine Le Pen au rang de simple faire-valoir de son propre succès. Sa contre-figure, son repoussoir, la morale de toute cette histoire limpide, évidente. Elle tient en une seule phrase en politique, il ne faut jamais, au grand jamais, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Marine Le Pen l'avait appris à ses dépens face à un Le Cornu qui désormais maîtrisait l'art du coup politique mieux que quiconque dans cette République. Et un an après cet épisode désormais entré dans la légende politique française, les conséquences continuent encore et toujours de se faire sentir. Le temps n'a rien guéri, au contraire. Marine Le Pen n'a jamais vraiment retrouvé sa superbe d'avant cette humiliation. Jamais. Le ressort est cassé.
Lors de ses meetings, elle évite désormais soigneusement, presque maladivement, de mentionner cette période, comme si l'évoquer rouvrait une plaie. Mais bien évidemment, les journalistes, eux, ne manquent jamais de lui rappeler ces fameuses déclarations prématurées. À chaque interview, à chaque conférence de presse, un spécialiste de l'extrême droite française résume parfaitement la situation. C'est devenu son talon d'Achille. Pur, net, précis. Chaque fois qu'elle attaque le gouvernement, on lui ressort ses 24 heures de joie mal placées. Et elle n'a aucune réponse. Et tenez-vous bien, l'épisode est même devenu depuis un véritable cas d'école dans les universités de sciences politiques, notamment à Sciences Po Paris, le sang des saints. Le professeur Pascal Perrineau y consacre carrément un cours entier intitulé sobrement « L'erreur stratégique, Marine Le Pen, mars 2026 ». Devant ses étudiants, il décortique la séquence avec une précision méthodique. Cet épisode illustre parfaitement comment l'impatience politique peut détruire en quelques heures à peine des années entières de construction patiente. Marine Le Pen avait passé une décennie complète à se normaliser, à gommer méticuleusement son image extrémiste. Une décennie. Et en 24 heures, elle a tout perdu. Tout. Dans l'amphi, les étudiants prennent des notes frénétiquement. Plus une mouche ne vole. Parce qu'ils en ont conscience, cette séquence est déjà devenue un classique absolu des manuels de stratégie politique. Au même titre, rien que ça, que l'affaire du Watergate. Et le professeur va plus loin encore. Le cas Lecornu-Le Pen montre aussi et peut-être surtout l'importance fondamentale du timing en politique. Lecornu a su transformer sa faiblesse momentanée, sa démission en une force durable, presque inattaquable. Ça, mes chers étudiants, c'est de la haute voltige politique, du grand art. Et ce n'est pas que dans les facs de Sciences Po. Dans les écoles de journalisme aussi, on étudie cette séquence, mais sous un angle différent. L'angle de la couverture médiatique elle-même. Une professeure de l'ESG Lille analyse ça froidement, presque cliniquement. Les chaînes d'information ont joué un rôle absolument crucial. Décisif. En diffusant en boucle, en split screen, les images de joie de Le Pen, puis son expression de stupeur quelques heures plus tard, elles ont créé un récit visuel saisissant, imparable. Quant aux journalistes politiques eux-mêmes, ceux qui étaient en première ligne, ils se souviennent de ces 24 heures comme d'un moment absolument exceptionnel de toute leur carrière. Le genre de séquence qu'on raconte à ses petits-enfants. Apolline de Malherbe, qui avait interviewé Marine Le Pen pile au moment du retour de Lecornu, en parle encore aujourd'hui avec émotion. J'ai très rarement vu un retournement aussi spectaculaire. Son visage, quand elle a appris la nouvelle en direct sur le plateau, c'était du grand spectacle politique. Mais aussi, et c'est ce qui rendait la scène inoubliable, quelque chose de très humain. On voyait une femme qui réalisait en temps réel que son rêve s'effondrait. Et c'est précisément cette dimension humaine-là qui a frappé les esprits si durablement. Parce qu'au-delà de l'affrontement politique, au-delà du choc des partis, on avait assisté à un véritable drame personnel, en direct, sans filtre. Marine Le Pen, en 24 heures à peine, avait touché le sommet absolu de l'espoir, pour ensuite chuter brutalement, sans transition, sans amortisseur. Un biographe politique commente la séquence avec une justesse remarquable. Elle a vécu en 24 heures toutes les émotions d'une campagne présidentielle entière. Toutes. L'euphorie, l'espoir, la confiance absolue, puis la stupeur, la colère, et finalement l'amertume profonde. Et c'est probablement cette charge émotionnelle, cette intensité dramatique, qui explique l'impact durable de l'épisode dans l'opinion. Les Français ont vu Marine Le Pen dans tous ses états, quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Et ça a révélé une personnalité bien plus complexe que son image publique habituelle soigneusement calibrée. Une sociologue résume la chose avec finesse. Paradoxalement, et c'est le piège, cet épisode l'a humanisée. Oui, mais pas dans le bon sens du terme. Elle n'est pas apparue comme une femme avec ses fragilités, ses hésitations. Elle est apparue comme quelqu'un de profondément calculateur, prête à se réjouir sans la moindre retenue du malheur des autres. Et dans l'entourage de Marine Le Pen, il a fallu du temps, beaucoup de temps, pour digérer cette séquence cauchemardesque. Et tous ne l'ont pas digérée de la même façon, loin de là. Certains conseillers particulièrement échaudés ont carrément quitté son équipe, purement et simplement, estimant, et c'est lourd de sens, que sa réaction à elle avait été indigne d'une future présidente de la République.
Un ancien cadre du RN sous couvert d'anonymat le formule sans détour. Elle a montré qu'elle n'avait pas l'étoffe présidentielle. C'est aussi simple que ça. Un vrai chef d'État ne se réjouit pas des crises. Un vrai chef d'État, il les résout. Et cette critique-là, venue de l'intérieur même du parti, elle a fragilisé Marine Le Pen comme jamais. De l'intérieur même de la maison qu'elle avait construite. Conséquence directe. Jordan Bardella, son dauphin présumé, son successeur naturel, a commencé à prendre ses distances. Discrètement, mais sûrement, dans ses déclarations publiques. Il se montre désormais beaucoup plus mesuré, beaucoup plus retenu. Un proche du parti observe la chose avec lucidité. Jordan a compris la leçon. Il ne commet pas les mêmes erreurs que Marine. Il reste dans la retenue même quand l'actualité pourrait lui donner raison de sortir les griffes. Cette évolution générationnelle au sein du RN, c'est l'une des conséquences indirectes, mais peut-être les plus profondes de l'épisode Le Pen les cornus. La nouvelle garde du parti apprend en temps réel de l'erreur monumentale de l'ancienne. Et elle adopte un style nouveau, plus présidentiel, plus institutionnel, plus respectable. Un politologue spécialiste de l'extrême droite analyse ça avec un certain recul. L'humiliation de Marine, paradoxalement, finit par profiter au parti lui-même. Elle force le RN à mûrir, à adopter des codes plus institutionnels, à se présidentialiser. Et pendant ce temps, du côté de l'écornu, le coup de maître politique de mars 2026 continue encore et toujours de produire ses effets. Sa position est consolidée comme jamais. Un an après l'épisode, il est devenu, sans même que ce soit véritablement contesté, l'homme politique le plus respecté de France. Toutes tendances confondues. De la gauche radicale à la droite gaulliste, le plus frappant, cette reconnaissance transpartisane qui s'installe. Même Jean-Luc Mélenchon, opposant farouche traditionnel presque viscéral du gouvernement, finit par concéder du bout des lèvres. Le cornu a gagné en stature, c'est un fait. Il a montré qu'il savait prendre des décisions difficiles pour l'intérêt général. Cette reconnaissance-là venue de la gauche radicale, elle est extrêmement révélatrice. Elle dit quelque chose de fondamental. Le cornu a réussi cette chose rarissime dans la France contemporaine, transcender les clivages partisans, devenir une figure consensuelle, un point de ralliement. François Bayrou, en vieux sage de la politique française, formule la chose à sa manière. Il incarne une certaine idée de l'homme d'État, au-dessus des partis, soucieux avant tout de l'intérêt national. Et c'est précisément ça que les Français cherchent depuis des années. Les sondages, eux, ne font que confirmer cette popularité absolument exceptionnelle. Tous les tests électoraux pour 2027 le placent en tête. Tous. Le cornu domine. Il devance largement, très largement, tous ses concurrents potentiels, y compris Marine Le Pen, qui stagne désespérément à un niveau qu'elle n'arrive plus à dépasser. Un stratège de l'opposition désabusé admet de la chose à voix basse. Son avance semble tout simplement insurmontable. L'épisode de mars 2026 l'a transformé littéralement en homme providentiel. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que cette aura présidentielle commence même à inquiéter certains au sein du camp macroniste lui-même. Oui, vous avez bien entendu, dans son propre camp, un député Renaissance perplexe, lâche and off, le cornu éclipse complètement Macron. C'en est même gênant. Il devient plus populaire que le président lui-même. Et c'est exactement ça. Effectivement, les sondages montrent un écart de plus en plus grand entre les deux hommes. Béant, Macron stagne péniblement autour de 35% d'opinion favorable. Le cornu lui culmine à 76%. Faites le calcul, ça donne un écart de 41 points. 41 points entre un président de la République et son propre premier ministre. Du jamais vu. Absolument inédit sous la Ve République. Une anomalie statistique qui en dit long sur l'état du pouvoir. L'écornu vient de réussir ce que très peu d'hommes politiques parviennent à accomplir dans une carrière entière. L'historien Michel Winnock résume tout en une formule chirurgicale. Transformer une crise personnelle en triomphe politique durable. Et cette transformation-là, elle est d'autant plus remarquable, d'autant plus stupéfiante qu'elle s'est opérée en l'espace de 24 heures à peine. Un timing parfait, au cordeau, qui a révélé comme jamais auparavant le véritable génie politique de l'écornu. L'un de ses proches conseillers décrypte la chose avec recul. Il a compris intuitivement, presque viscéralement, que sa démission allait faire réagir. Ça, oui, il s'y attendait. Mais ce qu'il n'avait absolument pas prévu, en revanche, c'était l'ampleur
incroyable de la mobilisation en sa faveur. Et c'est précisément cette mobilisation-là totalement spontanée qui a tout fait basculer. Syndicalistes, patrons, intellectuels, artistes, tous sans exception ont appelé l'Écornu à revenir. Une unanimité absolument rare dans la France d'aujourd'hui. Et c'est cette unanimité qui a légitimé naturellement son retour à Matignon. Un éditorialiste résume parfaitement la chose, c'était un plébiscite en faveur de l'Écornu, pur et simple. La France entière lui demandait de rester. Franchement, comment refuser un appel pareil? Et pendant que la France entière se mobilisait pour l'écornue Marine Le Pen, elle assistait à tout ça. Impuissante, tétanisée, bloquée dans son rôle de spectatrice. En 24 heures à peine, elle avait vu de ses propres yeux le pays tout entier se rassembler autour de son principal adversaire politique, celui qu'elle voulait abattre. Un journaliste qui l'a suivi pendant cette période témoigne, c'était son cauchemar absolu, le pire scénario qu'elle pouvait imaginer. Voir la France s'unir joyeusement derrière l'Écornu, alors qu'elle, depuis des années, ne faisait que diviser. Et c'est probablement cette unité nationale-là soudainement retrouvée autour de l'Écornu qui a le plus durablement marqué les esprits. Dans une France fracturée, polarisée, déchirée, lui avait réussi le miracle, créer un consensus. Un vrai, du jamais vu depuis très très longtemps. L'académicien Alain Finkielkraut, philosophe sur la séquence avec sa profondeur habituelle, l'Écornu représente ce que la France a de meilleur, le sens du devoir, l'amour du pays et surtout le dépassement des clivages. 2 ans après l'épisode, l'élection présidentielle de 2027 approche à grands pas. Et l'Écornu lui apparaît comme le favori absolu naturel presque évident. Son parcours depuis cette fameuse démission-retour aura été exemplaire, sans faute, réformes réussies les unes après les autres, crise gérée avec une maestria d'orfèvre, popularité maintenue dans les hauteurs mois après mois. Et même Marine Le Pen, dans un de ses rares moments de lucidité crue, finit par reconnaître l'évidence. Il a toutes les atouts pour gagner. Tous. Mon erreur de mars 2026 lui a offert la présidence sur un plateau d'argent. Cette reconnaissance-là tardive, presque résignée de la supériorité tactique de son adversaire, elle marque la fin d'un cycle, un cycle politique entier, une page qui se tourne définitivement. Marine Le Pen accepte enfin l'inacceptable, sa réaction prématurée. Sa joie mal placée d'un soir de mars avait littéralement changé le cours de l'histoire politique française. Un politologue observe la chose froidement. Elle a compris qu'elle avait gâché sa dernière chance, sa toute dernière. Ces 24 heures resteront dans tous les manuels comme le tournant exact qui a fait de l'Écornu un président et d'elle une perdante de l'histoire. Et c'est précisément ainsi que l'histoire retiendra ces fameuses 24 heures de mars 2026 comme un moment charnière absolu de la politique française, un épisode où l'impatience a tué l'ambition, où la sagesse a triomphé de l'opportunisme et où en l'espace d'une journée tout a basculé. Tout a basculé. Tout a basculé. Tout a basculé.